Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, au menu, on va parler de fraude. Fraude en général, auprès des aînés, par exemple, ou encore fraude amoureuse. C'est un problème répandu. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu participe à une campagne de sensibilisation à travers le Québec et on va en parler en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, comme premier sujet, le fameux projet des golfs de Saint-Luc. On en parle depuis plusieurs années, même presque 10 ans. Et il y a une résolution qui a été adoptée au Conseil de ville tout récemment. Et c'est le conseiller du district Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, qui pilote ce dossier. Et on l'a avec nous comme invité. Bonjour, M. Savard. Merci pour l'invitation, M. Tremblay. Bienvenue. D'abord, parlez-nous de ce projet. Donc, une résolution qui a été adoptée au Conseil de ville. Exact. Vous vouliez absolument régler ce dossier. Donc, parlez-nous un peu du projet qui sera en consultation publique prochainement. Bien, avant tout, on va comprendre un peu le contexte. Oui. On comprend que le dossier des golfs est un enjeu assez important, oui. Puis aussi la création aussi de développement, bonification des espaces verts. On connaît aussi que les promoteurs ont présenté deux projets, projets résidentiels dans mon secteur lors d'une assemblée, d'une rencontre. À partir de là, il faut travailler qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de ces secteurs-là. Ces secteurs-là, on parle quand même de plus de 10 millions de pieds carrés. C'est quand même un grand espace. On connaît aussi qu'un terrain de golf, que le golf de l'Amérique est fermé depuis plusieurs années, qu'un promoteur a présenté un projet aux résidents. Dossier des légendes, qui est la même situation. L'année passée, il y a 2 ans déjà, les promoteurs ont développé de présenter un projet à la population. Fait que là, on est dans cette structure-là de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on définit de cet espace-là. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur une résolution avec les membres du conseil et ainsi la direction générale pour trouver un genre de vision d'aménagement du secteur bergère des Échevins. Oui, c'est ça. On va voir d'ailleurs à l'écran là, le secteur qui touche ce projet-là. Donc, si on regarde la résolution, c'est 75 d'espaces verts, 25 de développement. Vous vouliez absolument que les espaces verts soient dominants dans ce projet-là. Tout à fait. Pourquoi? Bien, l'importance, évidemment, de la bonification des espaces verts, c'est quand même des zones importantes. Il y a des états naturels importants aussi. Il y a la biodiversité qu'il faut conserver. Puis on connaît aussi que dans le pourtour de tous ces secteurs-là, j'ai plusieurs citoyens, on parle de plus de 350 citoyens, que malheureusement, ces citoyens-là, ils connaissent évidemment l'espace arrière-cour, des espaces verts naturels, golf et ainsi de suite. Cependant, ils sont toujours dans l'inquiétude de savoir qu'est-ce que la Ville va prendre comme décision. Est-ce qu'il va se produire du développement à long terme? Fait que c'est pour ça qu'on veut préserver ces espaces-là plus près des bandes riveraines, si tu veux, des citoyens, pour justement faire cette conservation-là des états naturels. C'est pour ça que ce dossier-là était quand même assez favorable, assez important là, pour assurer les citoyens du secteur qu'on ne veut pas travailler sur du développement résidentiel en partie, on veut plutôt conserver ces espaces-là. Parce que vous les avez consultés, les citoyens. Je pense qu'il y a eu des sondages et des consultations auprès des citoyens du secteur pour savoir ce qu'ils voulaient. Hein? C'est un peu mitigé. On s'entend que majoritairement, les gens sont tous d'accord à vouloir conserver les espaces verts. Cependant, on s'entend que réellement, dans la réalité des choses, la Ville, s'il décide d'acquérir ces espaces-là, les coûts seraient trop élevés. Je ne crois pas qu'on serait en mesure de se permettre là. Donc, la décision qui avait été prise, c'est de demander aux propriétaires, c'est pour ça qu'on va présenter cette consultation-là, les propriétaires qui sont mécontents de la situation, on comprend qu'on vient d'amputer leur développement, c'est une chose. Cependant, les citoyens, eux autres, sont très rassurés, puis ils comprennent qu'on est à leur écoute, de préserver cet espace-là, puis il y aurait une partie possiblement qui serait développable. À partir de là, c'est le promoteur qui va devoir faire ses tâches, de présenter à la population riveraine la faisabilité peut-être d'un projet. Si donc, ça, entre autres, ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu. Cependant, au moins, on va avoir déterminé exactement la zone concernée. C'est ça. Parce que peu importe le projet qui sera déposé, qui sera présenté à la Ville, il y a un 75 qui sera protégé pour les espaces verts. Et peut-être même plus. Ah, peut-être plus aussi, même plus. Moi, j'appelle la zone 75. 75, ça peut aller jusqu'à 80. OK. Une zone 25 qui pourrait être possiblement développée résidentielle, mais à quel niveau de développement, on n'en est pas rendu là. On est plutôt à définir la zone concernée. Pour justement dire est-ce que les promoteurs vont nous arriver avec des projets, est-ce que potentiellement vont être vivables? Si on n'en est pas là, on n'est pas promoteur, vous comprendrez ça, mais on sait que les promoteurs ont déjà présenté des projets aux citoyens. Donc, on veut travailler un peu en collaboration avec les promoteurs. Bon.
Je sais qu'il y a une crise du logement actuellement. Il y en a peut-être qui auraient préféré peut-être avoir un plus grand pourcentage de logements sur ce terrain-là. Est-ce que ça a été envisagé dans les propositions, dans les plans que vous avez? Je crois qu'on va plutôt prendre en considération la densification, soit à faible densification, moyenne densification, densification élevée. Évidemment, avec la conservation dans ces zones-là. Est-ce que le niveau d'infrastructure permettrait du logement? Fort possible, parce qu'on connaît le besoin là. Ouais. Est-ce que les promoteurs pourront arriver avec des projets peut-être à de logements raisonnables ou des terrains raisonnables? Ça, c'est toute cette dynamique-là qu'il va falloir qu'il se crée alentour de tout ça. Fait que oui, il y a une zone, mais je ne pense pas que politiquement, puis entre autres, suite aux écoutes de mes citoyens qui sont d'accord à avoir, mettons à dire 50-50, développement résidentiel, projet de conservation, je ne crois pas qu'on pourrait se rendre. La formule n'est pas, elle ne serait pas adéquate, puis on n'aurait possiblement pas d'acceptabilité sociale. Oui, tout à fait. Donc, dans le 25 là, ça représenterait à peu près combien de logements? Est-ce qu'on le sait? On n'en est pas rendu là, on n'en est pas rendu là. sincèrement, non. Puis c'est ça qui compte aussi. Ce qui compte le plus, c'est que mes citoyens ont à se prononcer, soit en accord ou en désaccord avec un projet résidentiel. Puis c'est ce qui est très important. Le citoyen a son opinion dans des projets résidentiels, puis c'est important qu'on conserve cette vision-là. Oui, tout à fait. On parle que pour réaliser le projet, là, vous proposez une stratégie de cession de terrain là, pour minimiser l'impact sur les taxes. C'est quoi exactement ça, cette partie? Autrement dit, c'est que si la décision, c'est le promoteur décide de nous présenter un projet, il doit céder 75 des terrains, volontairement. Volontairement. Fait que donc, ça vient de dire à la population, on vient de préserver ces espaces-là. Quelle forme que ces préservations vont se faire? Justement, la consultation va nous définir avec des échanges, des propos des citoyens. Est-ce qu'on peut ça va être peut-être de la préservation naturelle? Est-ce qu'on peut y mettre des jardins communautaires? Est-ce qu'on peut y mettre le plus simple possible où on laisse la nature faire son devoir? Ça peut être ça aussi. Ouais. Mais ça fait partie des conditions que le promoteur doit devoir assumer. Je le disais en début d'entrevue, c'est un dossier qui traîne. Ouais. Qui traîne. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Je pense que vous avez voulu prendre les choses en main pour finalement présenter un projet là, qui est acceptable pour la population là, de votre district. Oui, on est rendu là aussi parce qu'on regarde tous les enjeux des golfs, entre autres, dans tout le Québec, c'est généralisé. Fait que là, on sait qu'à ce temps, il y a des étapes qu'on peut réussir. Il y a des ententes qui peuvent se faire aussi, contrairement auparavant. Auparavant, ces zones blanches, on développe au maximum possible. Là, il faut changer cette dynamique-là. C'est plutôt le contraire. Conservons, puis dans la disponibilité des espaces pour du développement, soyons innovateurs, créons quelque chose de nouveau que les autres villes peut-être n'ont pas. Fait que c'est plus sur cette orientation-là, puis on comprend les besoins des logements actuellement. C'est partout. C'est partout. Puis en Saint-Jean, à un moment donné, on n'en aura plus de terrain. Là. Fait que donc, il faut construire intelligemment. Il faut vraiment cibler les secteurs intéressants là, pour combler les... Oui, vous parlez de dossier de golf. Là, je recevrai la semaine prochaine la mairesse de Chambly qui va, elle, nous parler de son projet, justement, de développement à Chambly. Je lisais aussi, il y avait des réticences au niveau du conseil de ville, notamment, le vote n'a pas été unanime là, sur la résolution, je pense. Effectivement, oui. On disait qu'on aurait peut-être pu attendre après les élections, ou en tout cas, votre position là-dessus. Ma position que, sincèrement, il faut comprendre l'affaire, puis peut-être certains membres de mes collègues n'ont peut-être moins compris. Moi, je suis sur le terrain de mes citoyens depuis des années, puis mes citoyens ne sont pas assurés de la situation par rapport... Mettez-vous à leur place. Demain matin, ils ne savent pas s'ils vont à un projet résidentiel derrière leur cour ou ça va rester comme ça. Donc, eux autres, ils veulent vendre, ils ne savent pas ce qui se passe, ils créent une inquiétude. Puis je pense qu'un conseil municipal a un rôle à assumer de ne pas créer d'inquiétude envers des citoyens. C'est pour ça que cette situation-là, elle est à ne pas mettre en politique. Elle n'est pas à faire des états politiques parce qu'on l'a fait durant les 4 dernières années, puis on est toujours revenu au même. C'est le contraire. Il faut une fois pour toutes déterminer la situation, la faire. Puis d'ailleurs, le projet est mes citoyens sont très enthousiastes au projet de vision. Donc, c'est un plus que je pense que pour permettre de ne pas revenir sur ces dossiers-là, travaillons d'autres dossiers dans le futur plutôt que cette zone-là. Donc, ce projet-là va être soumis en consultation publique le 3 décembre au Cabaret-Théâtre. Exact. À quoi vous attendez-vous de cette consultation publique et qu'est-ce que les citoyens ont un mot à dire, vont pouvoir questionner sur le dossier? Effectivement. L'intérêt dans ça, évidemment, c'est de communiquer. C'est comme une consultation participative avec les citoyens. Il y a des ateliers. Les gens vont pouvoir se prononcer, dialoguer avec les responsables. Nous, ce qui compte le plus, évidemment, c'est de tout prendre les commentaires parce qu'après ça, il va falloir prendre une décision. À cette décision-là, il faut accumuler le maximum
d'informations de la part de mes citoyens, des citoyens même de Saint-Jean, entre autres. Puis après ça, d'arriver avec une décision vraiment la plus réfléchie possible. Fait que c'est un beau moment, c'est un moment quand même intéressant pour la population de Saint-Jean. Puis c'est une nouvelle forme aussi de faire participer les citoyens. On connaît les enjeux, on sait que le mouvement écologique désirait conserver à 100 %, cependant, est-ce qu'il y a de la place au compromis? Puis là, ces échanges-là vont se faire avec tous ces citoyens puis tous les gens qui se sont décidés de s'impliquer. Puis je pense d'avoir un beau taux de participation parce que je reçois de très bons commentaires, beaucoup de bons commentaires pour le dossier. Donc, à la suite de cette consultation publique, on va finaliser le projet et ensuite, ce sera soumis en appel d'offres. C'est comme ça que ça fonctionne? Non, pas du tout. Là, présentement, ce qui va être fait, c'est que ça va être remis à la décision des membres du conseil. Tous les commentaires vont être analysés avec des recommandations. Suite à ça, on va voir la décision qui va être entreprise de la part des collègues. Après ça, ça va être la décision de ramener ça sur une forme de résolution. Est-ce que le pourcentage va rester le même? Il peut être modifié. Suite à ça, bien, ça va être possiblement un règlement de concordance avec la MRC. Tout le projet de vision est accepté par la population. Après ça, bien, ça va rentrer dans le plan de PU, du plan d'urbanisation que la direction d'urbanisme est en train de créer actuellement. On va probablement greffer cette résolution-là à ce programme-là du plan d'urbanisation. Ça va promettre les étapes à suivre. Après ça, bien là, à ce moment-là, un promoteur déciderait de déposer un projet, bien là, on va ouvrir la table de négociation. Ah, d'accord, OK. Qui va dire, bien, si le promoteur est avec tel et tel projet, bien, est-ce que ça fit dans nos objectifs? Si ça fit, bien, à ce moment-là, tant mieux. Mais si maintenant, s'il ne remplit pas les critères demandés, bien là, on s'entend qu'à ce moment-là... Donc, dans le meilleur des mondes, 2025, 2026? 26, 27, possiblement. Idéalement, c'est d'attendre justement que le plan d'urbanisation soit complètement complété, parce qu'il y a quand même des enjeux d'infrastructure. Oui, tout à fait. Il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas brûler les étapes, dans le fond. Non, pas du tout. C'est le contraire. On veut créer quelque chose d'agréable aussi. Là, fait que faut garder toutes les chances de notre côté. Voilà. Donc, la consultation publique aura lieu le 3 décembre au Cabaret Théâtre. Je pense que c'était à 18 h. C'est important de préciser aussi, c'est que suite à la rencontre de la consultation, les gens peuvent porter des commentaires et aller voir sur le site de la Ville, sur www.imagine Bergère des Échevins. Puis ils ont jusqu'au 10 janvier pour donner leurs commentaires. Puis comme je leur précise une deuxième fois, c'est très important leurs commentaires. Ça va nous donner la chance de porter un bon jugement sur la décision. Marco Savard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance au projet. Et puis, on invite les gens, bien sûr, à assister à cette consultation publique le 3 décembre prochain. J'apprécie, merci. Merci beaucoup. On revient après la pause. La semaine dernière se tenait la Semaine internationale de sensibilisation aux fraudes. C'est une campagne donc provinciale. La police de Saint-Jean-sur-Richelieu est impliquée dans cette campagne. Et pour nous en parler, on a Jérémy Levesque qui est en fait sergent, en fait responsable des communications, on peut le dire comme ça, de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, parlez-nous un peu de cette campagne-là de fraude, parce qu'on parle, il y a celle faite aux aînés là, qui fait souvent la manchette, qui font souvent la manchette, mais c'est beaucoup plus large que ça. Là. Oui, depuis déjà plusieurs années, on peut le dire, dans les dernières années, il y a eu augmentation du nombre de fraudes et différentes façons où la fraude a évolué. Et certaines de ces stratégies de fraude-là touchent directement les aînés. Donc, on est quelques corps de police au Québec qui a voulu faire une campagne de prévention provinciale. On était plus d'une douzaine de corps de police là, qui ont participé jeudi dernier, le 21 novembre, à différents types de kiosques pour prévenir les fraudes. Bon.
Quels sont ces types de fraudes-là et comment les fraudeurs s'y prennent pour cibler les victimes? Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nos 3 types de fraudes les plus vus, les plus entendus là, lorsqu'on rencontre nos gens, lorsqu'on prend nos plaintes, c'est le type de fraude du faux représentant. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un faux représentant. Ça peut être d'institutions bancaires, ça peut être un avocat, ça peut être diverses institutions, mais celle qu'on voit le plus, c'est au niveau d'un faux représentant bancaire. Donc, il y a un appel qui est fait, la personne, par des subterfuges, travaillant pour une banque, pour la sécurité des banques, réussit à soutirer le numéro de carte et les NIP de ces personnes vulnérables-là. Et en plus, avec une stratégie encore plus poussée, vont aller chercher les cartes au domicile de ces gens-là. Donc, par la suite, ayant les cartes, les NIP, les transactions sont faites très rapidement. Les 2 autres qu'on voit aussi beaucoup à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la fraude de type grands-parents. La fraude du petit-fils ou de la petite-fille. Donc, bonjour grand-maman, bonjour grand-papa, toujours sur un ton très énervé, très paniquant, avec beaucoup de pression pour les demandes. Donc, quelqu'un aurait pu avoir un accident, se retrouver dans un poste de police, se retrouver dans un palais de justice, et c'est vraiment sous l'effet de la pression qu'il demande des fonds pour pouvoir sortir de cette situation fâchante-là. Et le 3e type de fraude qu'on retrouve, et ça, c'est depuis plusieurs années, je l'ai dit tantôt, c'est la fraude amoureuse. Le faux amoureux, la fausse amoureuse, qui est souvent outre-mer et par les réseaux sociaux s'amourache de cette personne-là et lui soutire de plus en plus d'argent. Et qui demande de l'argent pour venir la rejoindre ici, mais après ça, il y a d'autres problèmes. Moi, j'ai besoin de temps pour... c'est ça, donc... Exactement. Des faux mariages, des billets d'avion qui ne fonctionnent pas bien, des gens au niveau de la famille de l'amoureux, du fraudeur, on s'entend, qui a une maladie grave, donc besoin de plus en plus d'argent, ce qui retarde toujours l'arrivée de cette personne-là ici au Québec. Ça, c'est une nouvelle façon de frauder les gens. Avant, jusqu'à quelques années à peine, on n'entendait pas parler de ce genre de fraude-là. Et là, on dirait que ça fait la manchette et puis que c'est une recrudescence de ce genre de fraude. Ça s'explique comment? Est-ce qu'il y a une explication? Bien, on peut y aller directement avec l'apparition des réseaux sociaux. La facilité où les fraudeurs peuvent aller chercher l'information, autant les noms, les dates de naissance, des fois sur les sites de Facebook, les sites Canada 411 qu'on peut retrouver là, sur toutes les plateformes Internet. Avant, on était à l'ère du papier, à l'ère des faux, excusez-moi, je cherche le terme, là, du vol d'informations, du vol d'identité par des talons de paye, par des faux chèques. Maintenant, c'est vraiment directement sur les réseaux sociaux et les gens sont très actifs sur les réseaux, donc les fraudeurs ont une plus grande facilité à entrer en contact avec eux. Bon. J'ai un exemple concret près de ma famille, tentative de fraude, et cette personne-là n'était pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on a tenté quand même de la frauder. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que les fraudeurs, par exemple, peuvent avoir un acolyte qui donne de l'information, genre cette personne-là vit seule, on pourrait peut-être la cibler? Et ça existe, ça aussi? J'ai une petite réticence à dire que les gens vont agir. Oui, on s'entend que c'est tous des réseaux quand même complets, mais est-ce qu'ils ont des complices plus près des victimes? Je ne suis pas certain. Je vous donne un exemple. Mais sans parler de complices proches, mais des témoins, par exemple, ou des espions. Des espions, je suis encore réticent. Oui, OK. Je vous explique, exemple, fraude de type grands-parents. Il y a quelques semaines, nos victimes de la journée, c'était toutes des dames qui s'appelaient Suzanne. OK. Donc, Suzanne, on s'entend, on peut peut-être prétendre cinquantaine d'années et plus. Tout à fait. Donc, toutes nos victimes, cette journée-là, étaient des Suzanne. Donc, c'est vraiment avec les sites de téléphone. Donc, on peut parler avec une Suzanne X, Suzanne Y, Suzanne Z. Et par le nom, envoie des lignes, ce qu'on appelle l'hameçonnage. Donc, envoie des lignes téléphoniques. Si ça répond une fois sur 100, c'est un trop qui ont gagné. Bon, je comprends. OK, d'accord. Bon, ça sont là. Bon, quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens là, qui peuvent être victimes, par exemple, de ce genre de fraude? J'imagine que c'est le même conseil là, pour les différents types de fraude. Exactement. Pour tous les types de fraude, ce qu'on dit aux gens, c'est de ne jamais donner d'informations personnelles. Ne jamais donner vos noms, date de naissance, numéro de carte, NIP, surtout jamais de NIP. Ne jamais donner ces cartes à des gens qu'on n'a pas confiance, qu'on ne connaît pas. Par la suite,
conseil qui peut être aussi simple, ne jamais se fier à l'afficheur téléphonique. Il y a tellement de logiciels présentement qui roulent où les gens sont capables de modifier les numéros de téléphone. Donc, on reçoit un numéro de téléphone d'une banque, d'une caisse, mais c'est aucunement ces gens-là. Donc, ne pas se fier à l'afficheur. Faites-vous confiance aussi, votre petit instinct qui dit « Ah, je ne suis pas sûr, je devrais vérifier », au lieu de céder sous la pression, vérifiez avec vos proches, vérifiez avec vos vrais petits-fils, petites-filles, s'ils ont eu des événements malheureux avec leurs parents, vérifiez avec votre institution bancaire, rappelez. Oui, monsieur, parfait, à quel numéro je peux vous rappeler? Mais rappelez pas ce numéro-là, rappelez à votre vraie caisse, à votre vraie banque pour voir. Donc, puis aussi, un conseil, pas directement aux victimes, mais aux proches des victimes, parlez-en avec votre entourage, parlez-en avec les aînés, parlez-en avec vos voisins, vos parents, avec vos amis. C'est très important. Plus on va en parler, plus on va faire de la prévention au niveau de la fraude. Demander l'identité de la personne qui parle aussi, ça peut être un signe. Comme si on pense que c'est un de nos petits-fils, puis la personne n'est pas capable de s'identifier, ça peut être un signe. Exactement. Vous pouvez aller poser des questions, parce que souvent, par différentes stratégies, ils vont être capables d'aller soutirer sous le coup de l'émotion. Mais posez des questions. Reprenez votre calme, prenez 2-3 secondes, puis allez-y comme vous le sentez. Bon. Une fois que c'est fait, bon, on identifie, on est possiblement la cible de fraudeurs. Quelles sont après ça les étapes à suivre? Est-ce qu'on appelle directement le service de police? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait frauder, qu'il y a eu des mouvements dans vos comptes bancaires ou de caisse, appelez votre institution financière pour faire annuler les cartes, première des choses. Et par la suite, contactez votre service de police qui vont venir vous rencontrer, qui vont faire une enquête de voisinage, qui vont prendre le rapport d'événement, votre déclaration. Mais c'est très important. En cas de doute, appelez le service de police, puis les agents et les agentes sur le terrain vont vous conseiller sur quoi faire par la suite. En fait, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de, quand quelque chose de la sorte arrive, c'est de parler à quelqu'un de confiance et demander conseil pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que je suis vraiment à l'aise avec cette situation-là ou si je suis victime d'une fraude. Exactement. Une fois que le subterfuge est déterminé, le plus rapidement, on fait annuler les cartes, on appelle le service de police. Et oui, si vous voulez vous faire parler avec une personne de confiance, sinon le service de police va se rendre directement chez vous pour aller faire l'intervention. Est-ce que c'est répandu à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que c'est un réel problème? Je sais qu'il y a certains secteurs, il y en a beaucoup sur la Rive-Sud, mais est-ce que Saint-Jean est un marché particulier pour ça? Dans les dernières années, je vous dirais que des années 2020 à 2024, là, cette année, on a passé à peu près de 150 à 350, je vais assez général, la fraude. Puis 40 de ces types de fraudes-là, l'an dernier et cette année, sont les 3 types de fraudes qu'on a parlé au début. Oui. Faux représentants bancaires, grands-parents et fraude amoureuse. Okay. Donc, c'est la majorité de nos fraudes qu'on voit. Puis, si c'est pas ça, les autres fraudes dont on peut être victime, ce seraient lesquelles? Il peut y avoir des fraudes qui vont toucher certaines compagnies, des industries, avec des rançongiciels, si je veux dire, des attaques de systèmes informatiques. Sinon, il peut y avoir différents types de fraudes. On parlait tantôt au niveau papier. Il y a encore des faux chèques en circulation. Donc, c'est tous différents autres types de fraudes là, qu'on peut voir. Bon. On va quitter ce sujet-là. On va aller de façon un sujet plus léger. Vous participez à beaucoup d'événements dans la communauté. Et il y a eu un événement la semaine dernière. Là, vous avez patiné avec des gens là, pour un organisme, l'ANCRE, je pense. Donc, expliquez-nous un peu cette activité-là. Oui, bien, dans un premier temps, je vais remercier l'ANCRE, qui était notre collaborateur principal de cet événement-là. L'ANCRE, c'est un organisme communautaire qui s'occupe de toute l'intégration des gens issus des communautés, des nouveaux arrivants. Donc, on s'est unis avec eux et Sport Opus, qui nous ont fourni du matériel. Donc, on a eu une après-midi de patinage avec les gens issus de communautés ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a eu une quarantaine de participants qui étaient jumelés avec des policiers en civil pour l'événement, pour le patin. On avait des policiers aussi en uniforme qui étaient sur les lieux. Mais une très belle collaboration, très belle visibilité, un esprit d'équipe là, qui s'est engagé directement dès le départ. Là. Donc, les policiers ont pu en apprendre un peu plus sur ces communautés-là et les communautés ont pu en apprendre un peu plus au niveau du travail des policiers également. Oui, d'accord. On a vu d'ailleurs quelques photos de l'événement là, pour voir un peu comment ça fonctionnait.
Un autre sujet, c'est qu'il y aura des kiosques d'information. En fait, on est en période là, où on sensibilise les gens contre la violence faite aux femmes. Je pense que la police de Saint-Jean est également impliquée. Là. Il y avait eu, entre autres, des kiosques d'information au cégep de Saint-Jean. Peut-être nous parler un peu là, du rôle et de la campagne là, à ce sujet-là. Oui, le service de police, on fait activement partie du comité du Haut-Richelieu au niveau des violences conjugales, familiales et sexuelles. Donc, avec des organismes de ce comité-là, pendant les 12 jours de prévention contre la violence faite aux femmes et entre partenaires intimes, on est présent dans les écoles, on est présent au cégep, école secondaire, excusez-moi, je le tiens à le préciser, on est là pour des kiosques de prévention. On rencontre des gens, on a des articles promotionnels, on a des belles discussions, des bonnes discussions. La prévention de la violence, on pense que c'est à partir d'un certain âge, mais plus on fait de la sensibilisation au niveau jeunesse, plus les conseils leur suivent pendant toute leur vie, en tout cas, on l'espère. Donc oui, on est présent avec plusieurs partenaires, là, des organismes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous parlez de dojo, ça a commencé lundi dernier. Je pense que ça culmine avec le 6 décembre, là, qui est la date là, de commémoration là, des attentats là, à Polytechnique. Donc, c'est cette période-là là, où on sensibilise les gens là, à cette violence. C'est exact. À chaque année, les 2 jours de prévention sont du 25 novembre au 6 décembre. Donc, le service de police, on est présent avec les autres organismes. Là, ouais. Ça aussi, on parlait des fraudes tantôt. Est-ce qu'il y a une recrudescence là, sur dans la région du Haut-Richelieu? Est-ce qu'il y en a de plus en plus de violence à ce niveau-là? Je vous dirais que c'est pas juste à Saint-Jean, ni provincial, ni international. Là. Il y a eu une augmentation, on ne se le cachera pas, dans les dernières années. Par contre, les corps de police et les différentes institutions ont réagi rapidement, ont mis en place plusieurs moyens de prévention, mais aussi de prise en charge au niveau des victimes. Que ce soit dès le premier appel, au suivi, à la mise en place d'un filet de sécurité pour ces nombreuses victimes-là. Dès qu'on peut sauver une victime, on se dit qu'on peut sauver une vie à l'occasion. Exact. Donc, oui, service de police, on est très impliqués là, avec les partenaires dans ce dossier-là. Encore là, donc, si les gens veulent de l'aide, donc à contacter le service de police pour recevoir de l'aide. Hein? Exactement. Qui n'hésite pas à nous appeler au service de police, 450-359-9222, poste 1, mais en cas d'urgence, le 911, on est toujours au téléphone. Au cours des prochaines semaines, on va parler de 2 autres dossiers là, dont vous êtes impliqués, là, le programme Sexto qui est en place, ainsi que l'opération Bonne Conduite. On va faire un bilan de ça à la fin décembre, là, donc vous êtes impliqués là-dedans. Avec plaisir. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Lelac, de votre visite. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine, mesdames, messieurs.